Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va tranquille. Quelque chose de spécial avant de commencer l'actualité internationale? Oh non, pas vraiment. Ok, donc l'actualité internationale nous emmène où ce matin? Nous amène aux États-Unis où nous allons nous intéresser une fois de plus aux ennuis judiciaires de Donald Trump. Il faut savoir qu'il a environ une dizaine de procès, à la fois au pénal et au civil. Et donc, ces procès dont certains sont déjà en cours, pourraient lui coûter très cher. D'abord, au pénal, il y a un risque d'emprisonnement. Même si, quand on regarde bien, ce risque est minime. Je ne dis pas qu'il est nul, mais il est minime. Mais il y a surtout, pour moi, l'une des plus grosses menaces, c'est celle qui pourrait toucher à son portefeuille, notamment les menaces au civil. Au civil, il y a deux types de menaces qui pèsent sur Donald Trump et son empire immobilier. Alors, il y a la première menace qui est celle d'une... il faut savoir que la justice américaine a reproché à Donald Trump d'avoir versé pendant une quinzaine d'années environ des rémunérations aux dirigeants de l'entreprise Trump Pay, la Trump Tower. Et c'est non seulement des rémunérations sans payer des taxes afférentes à ces rémunérations-là, mais surtout que de nombreux avantages en nature n'avaient pas été déclarés, comme des frais de scolarité, des vacances accordées à ces dirigeants-là, des logements et autres voitures de luxe. Et donc, ça, c'est la première menace. À la suite de cette attaque-là, enfin, à la suite de cette saisine par la procureure de l'État de New York, une amende record avait été frappée sur la Trump Organization d'environ 1,6 milliard de dollars. Alors, Donald Trump avait fait appel et donc l'affaire est en cours. Mais bref, il y a déjà cette menace de 1,6 milliard de dollars. Si Donald Trump devait payer 1,6 milliard de dollars, il serait totalement ruiné parce que sa fortune tourne aux alentours de 1,3 milliard. Et donc, ça, c'est la première menace qui pèse sur Donald Trump d'un point de vue financier. La deuxième, qui est tout aussi grave, c'est celle qui concerne évidemment le fait que, toujours selon la justice de l'État de New York, elle reproche à Donald Trump d'avoir surestimé la valeur de ses actifs immobiliers. Alors, cette surévaluation avait pour but d'obtenir des prêts plus importants et plus avantageux auprès des banques financières, auprès des banques new-yorkaises. Alors, l'un des fleurons justement de l'empire de Donald Trump, c'est la Trump Tower, par exemple. Alors, selon les autorités américaines de l'État de New York, elles disent par exemple que la hauteur de la Trump Tower, c'est normalement 58 étages. Mais lorsque vous êtes à l'intérieur, on voit 68 étages. Donc, en réalité, on met de manière fictive 10 étages au-dessus. Ils estiment aussi, par exemple, que vous savez, Donald Trump occupe les 2 derniers étages de son immeuble. Et donc, il déclarait officiellement que la superficie de ces appartements-là, globalement, faisait aux alentours de 3000 m². Or, selon les autorités américaines, elles estiment que, en réalité, la vraie superficie de ces appartements-là tournait aux alentours de 2500 m². Donc, il y a environ 500 m² qui ont été surévalués. Au prix du mètre carré, il faut savoir que la Trump Tower est située dans la 5e avenue, donc l'avenue la plus chic de New York. Donc, c'est un immeuble qui, selon les autorités judiciaires de l'État de New York, estime que la vraie valeur de la Trump Tower est de 200 millions. Alors que sur ses déclarations fiscales et sur ses déclarations auprès des crédits qu'il a souscrits auprès des banques new-yorkaises, lui, il estime que la valeur de la Trump Tower est de 300 millions de dollars. Donc, tout ça fait dire à la justice américaine que c'est une forme d'arnaque de la part de Donald Trump. Donc, pour pouvoir bénéficier non seulement de prêts plus importants, mais surtout à des taux plus avantageux, parce que plus le montant est élevé, plus les taux sont plus bas et plus facilement on peut aménager, si tu veux, des conditions de remboursement qui soient plus flexibles et dans lesquelles beaucoup
d'acquéreurs, justement, de beaucoup de demandeurs de prêts trouvent des avantages. Et donc tout ça a fait dire notamment à la procureure Laetitia James que c'est une façon pour Donald Trump évidemment de contourner le système et d'empocher des dizaines de millions de dollars de manière frauduleuse. Alors, bien entendu, le procès, comme je l'ai dit, il a commencé la semaine dernière et donc il est en cours. Et pour Donald Trump et ses avocats, évidemment, il s'agit d'un pur mensonge de la part des autorités judiciaires new-yorkaises. Donald Trump lui-même n'a cessé de s'attaquer à la personne même de la procureure de l'État de New York, Laetitia James, en la qualifiant de raciste parce que c'est une personnalité afro-américaine, et il a même traité également de magistrat corrompu. Alors, pour Donald Trump et ses avocats, évidemment, ces accusations sont totalement infondées et que la valeur des actifs annoncés est bel et bien cette valeur réelle-là de l'empire, enfin de l'ensemble des actifs de Donald Trump. Alors, le danger pour Donald Trump, c'est que s'il est reconnu aussi coupable s'il est reconnu coupable de fraude, en l'occurrence, il risquerait encore une autre amende record, et ce qui pourrait l'obliger, ce qui pourrait le contraindre à se séparer d'un de ses fleurons. Et justement, la justice de l'État de New York veut s'attaquer au fleuron emblématique de la Trump Organization, qui est le nom de l'empire immobilier de Trump. C'est évidemment la Trump Tower située dans la 5e avenue. Donc, prendre ça, faire si jamais une autre amende record était infligée à Donald Trump, celui-ci pourrait se voir dans un avenir peut-être proche saisir la Trump Tower, ce qui serait la fin en vérité de la Trump Organization et la fin de ce que Donald Trump a toujours brandi comme étant le véritable modèle de sa réussite d'un point de vue économique et financier. Donc ça, évidemment, Donald Trump n'est pas prêt à l'accepter et il va évidemment tout mettre en œuvre. Mais on est encore très loin de là. Il faudrait d'abord qu'en première instance, il soit condamné. En plus, il y a toute la longue procédure pour l'appel, voire même la cassation et voire même saisir la justice fédérale. Donc, on n'en est pas encore là. C'est pour dire que la bataille judiciaire va être longue et d'autant plus qu'entre-temps, les choses peuvent changer. Si Donald Trump, au cours de l'élection de l'année prochaine, revient à la Maison-Blanche, il est clair qu'il aura la main sur une partie de la justice et donc il aura la capacité de bloquer les poursuites qui sont en cours, voire même pour certaines de les annuler. Et il pourrait même se faire signer un certain nombre de décrets qu'il pourrait mettre ces biens-là sous une forme de protection fédérale ou bien lui-même se mettre sous la protection d'une forme d'immunité qu'il pourrait évidemment mettre en place. Donc tout ça fait que, évidemment, Donald Trump, il n'est pas encore inquiet sur l'avenir de sa fortune. Il sait qu'il a encore le temps et il a encore les arguments pour se protéger. Mais ce qui est clair, c'est que, évidemment, d'ici l'année prochaine, ce qui est clair, c'est que l'État de New York, dont la procureure est une procureure démocrate, elle va tout mettre en œuvre. Elle va même peut-être passer à la vitesse supérieure pour essayer d'accélérer la procédure et essayer d'infliger le plus grand nombre de dégâts possibles sur les finances de Donald Trump. Merci Jean-Paul. Emmanuel Macron était en Israël. Il est en Israël, il est arrivé hier. Il est arrivé dans la foulée de Joe Biden et d'un certain nombre d'autres chefs. Il ne pouvait pas rater ça. Il est venu réitérer à Israël comme les Américains. Le problème avec la France aujourd'hui, c'est que la grande différence avec la diplomatie française des années 70, 80, voire 60, 70, 80, jusqu'en 90, je dirais, jusqu'en 2000. C'est-à-dire, quand on parle du général de Gaulle jusqu'à Jacques Chirac, cette diplomatie-là qui jouait sur un non-alignement systématique sur la position américaine, mais sur une position qui lui était propre, en s'appuyant sur des principes qui lui étaient propres, ce qui faisait que la diplomatie française avait une marque, avait une touche particulière qui la distinguait, qui la différenciait des autres diplomaties, des autres grandes puissances. Malheureusement, les choses ont commencé à changer sous Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui a amené une espèce d'américanisation de la diplomatie française. Et donc, déjà en réintégrant le commandement intégré de l'OTAN
en réintégrant, en s'alignant un peu plus sur, si tu veux, la position notamment des Britanniques et autres en Europe, eh ben, c'est ce qui a fait que la France a peu à peu perdu cette particularité d'un point de vue diplomatique, cette lisibilité qui lui était propre. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, sous Emmanuel Macron, eh ben, la touche, la French touch, si on peut dire, d'un point de vue diplomatique, elle n'existe plus. Et donc, on le voit là encore, Donald Trump va à Tel Aviv, il va en Israël après le passage de Joe Biden. Je ne pense pas que le discours qu'il va tenir... Macron. Macron, merci. Je ne pense pas que Macron va tenir un discours différent de celui qu'aura tenu Joe Biden, c'est-à-dire, un soutien sans faille au gouvernement de Benjamin Netanyahou et reprendre la rhétorique selon laquelle Israël a le droit de se défendre. Il n'y aura pas de condamnation de la part de la France sur la manière dont la réponse israélienne est faite sur la bande de Gaza. Donc, il n'y aura pas de condamnation ni d'accusation de crimes de guerre commis par Israël. Il n'y aura pas, à mon sens aussi, il n'y aura pas un véritable appel à la paix de la part d'Emmanuel Macron, parce que ça ne fait pas partie de l'agenda des Israéliens. Les Israéliens ne privilégient absolument pas la solution pacifique. Maintenant, eux, ils veulent en découdre avec le Hamas. Et comme Joe Biden, lui aussi, même s'il avait donné un certain nombre de conseils, ou pas de conseils, d'avertissement aux Israéliens en leur disant qu'il ne fallait pas qu'ils reproduisent les erreurs que les Américains avaient commises après les attentats du 11 septembre 2001, ce qui est peu probable que les Israéliens puissent écouter. Donc dans cette situation, je ne vois pas ce que Emmanuel Macron pourrait apporter d'autre dans la région, étant donné que aussi bien pour les Arabes que pour les Israéliens, ce n'est pas un interlocuteur sur lequel on pourra véritablement s'appuyer, parce qu'entre-temps, il y a d'autres pays qui ont occupé le champ libre abandonné par la France. Vous avez la Chine qui a véritablement accentué sa présence et son poids diplomatique dans la région. Il y a aussi la Russie qui, par l'entremise de l'Iran et le fait qu'elle peut discuter avec tous les pays de la région, eh ben, tout ça aussi fait que ces nouveaux acteurs, avec la Turquie également, tous ces nouveaux acteurs-là ont un peu occupé le champ laissé libre par la France. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.